Dès le début du Moyen-Âge, des édifices en bois puis en pierre s'imposent comme autant de remparts défendant le territoire. Les châteaux forts. C'est inhérent à la règle du jeu. Prendre d'assaut un territoire, c'est prendre le château et son donjon. Tant qu'on n'a pas pris le donjon, on n'a pas le territoire. Des centaines ont été construits en Europe et jusqu'aux portes du Moyen-Orient. Mais leurs formes, leurs plans, leurs caractéristiques ont considérablement évolué au fil du temps. Ce qui constitue le caractère exceptionnel du château de Falaise, c'est qu'on conserve non pas un, mais 3 donjons ou tours maîtresses bâtis l'une à la suite de l'autre par des propriétaires différents du site. Partout, la construction des châteaux a accompagné l'évolution politique et culturelle de la période médiévale. Ils sont autant de symboles du pouvoir de leurs commanditaires, seigneurs ou souverains. On est sur de très gros volumes, destinés à impressionner la personne qui va s'y rendre et à marquer, encore une fois, le pouvoir et la puissance de celui qui est le maître des lieux. Face au progrès de l'armement, ces édifices prestigieux n'ont eu de cesse de s'adapter pour devenir de véritables forteresses militaires à l'architecture massive et au système de défense de plus en plus performant. 1 à 2 pierres à la minute, 60 à 120 pierres par heure. Donc non pas pour détruire les constructions des adversaires, mais les adversaires eux-mêmes. Qu'ils aient été préservés ou qu'ils ne soient plus que ruines, ces édifices fascinent toujours le public. Marqueurs d'un monde en constante mutation, les châteaux forts racontent à eux seuls 500 ans de Moyen-Âge. Pendant 5 siècles, de l'an 1000 à 1500 environ, les châteaux forts auront 3 fonctions: le logement, la défense et l'affirmation du prestige. Leur apparition aux 4 coins de la France ne doit rien au hasard. Elle est intimement liée à une période charnière de notre histoire. Car à l'origine, seuls quelques castrums ou quelques villas fortifiées avaient été érigées à la frontière de l'Empire. La longue période de paix romaine avait en effet rendu inutile toute fortification sur le territoire. Mais au IXe siècle, la partition de l'Empire de Charlemagne affaiblit considérablement l'unité impériale. Face à cette faiblesse du pouvoir public, de nouvelles catégories sociales émergent, issues des familles de l'aristocratie rurale. Une multitude de petits seigneurs s'octroient les pleins pouvoirs sur des territoires qu'ils vont à présent devoir défendre. D'autant qu'à partir des 8e et 9e siècles, le territoire de cette vaste région qui deviendra la France est assailli par de multiples invasions. Les Hongrois à l'est, les Vikings au nord et à l'ouest, les Sarrasins au sud. Pour tenter de faire barrage, l'Europe se couvre alors de fortifications. D'abord dans l'ouest et le sud de la France, puis jusqu'en Normandie, en Allemagne et en Angleterre. Profitant de la vacance du pouvoir politique, les seigneurs locaux vont faire de leurs châteaux des lieux d'exercice du pouvoir. Ils s'approprient donc le droit de les bâtir et conçoivent des fortifications constructibles en un temps record, les mottes castrales, élevées sur des tertres artificiels. La taille moyenne de ces tertres en forme de cône est d'environ 30 mètres de diamètre à la base pour une dizaine au sommet. Leur hauteur varie de 6 à 12 mètres, tandis que la tour qui se dresse au sommet peut atteindre les 25 mètres. En contrebas se trouve la basse-cour, le plus souvent circulaire ou ovale, entourée d'un fossé et d'une palissade. Une tour-porte en bois peut en défendre l'accès. C'est là que se trouvent les bâtiments de service, écuries, fours, pressoirs ou forges. Le château à motte de Saint-Sylvain d'Anjou est l'une des reconstitutions les plus fidèles de ce type de construction. Il s'agit d'un projet un petit peu particulier puisqu'en fait à l'origine, à Verrières en Anjou, donc se situait une motte castrale, donc comme on pouvait en voir au Moyen-Âge. Donc l'idée c'était vraiment de reconstituer un château à motte comme on pouvait en voir au début du XIe, XIIe siècle. Alors les caractéristiques du château à motte sont très visuelles. On a essentiellement donc cette palissade en bois qui va ceindre donc tout le château, avec donc les meurtrières et puis les pieux qui sont au-dessus. Et puis on a également donc le fossé qui est en eau, donc les douves tout autour qui vont permettre d'assurer la protection. Et puis évidemment l'élément caractéristique du château à motte, c'est vraiment cette tour donc qui est placée sur une motte de terre assez haute. C'est un château qui est à la fois rapide mais aussi économique à construire. Le principe d'un château à motte, c'est justement que la motte est artificielle. C'est une motte qui a été constituée avec la terre que l'on a retirée du fossé de façon à l'ériger. Le volume du fossé correspond au volume de la motte. Celle-ci est relativement modeste.
Elle fait une trentaine de mètres de diamètre et on estime qu'il fallait environ 3 mois et une centaine d'hommes pour ériger une motte de ce type. L'accès au château s'effectue donc par une passerelle en bois assez simple, qui est très légère puisqu'on peut la rentrer à l'intérieur du château en cas d'attaque. Et puis on a également donc une porte défensive qui est assez restreinte pour en fait compliquer finalement la tâche aux ennemis, puisqu'on peut voir qu'elle est quand même assez renforcée. C'est vrai que pour attaquer à coups de bélier, ça va être un petit peu plus compliqué, ça prendra plus de temps. Ce qui désigne en fait le château à motte, c'est vraiment l'ensemble de ce qui se trouve dans les palissades. Donc tous les bâtiments finalement composent le château à motte. Ici on est sur une châtellenie rurale, donc on pense qu'il y avait environ une trentaine d'habitants. L'ensemble de ces habitants, on l'appelle la Ménie. En revanche, il y avait aussi une vie à l'extérieur du château, puisqu'en fait, on va assister à un phénomène autour du XIe siècle qui s'appelle le phénomène d'encellulement. En fait, les seigneurs vont faire miroiter la sécurité aux paysans qui habitent autour du château pour les inciter à se rapprocher finalement de l'enceinte. Donc tout va vraiment s'organiser. Les paysans vont venir commercialiser leurs produits dans le château. Il y a vraiment un rapport de dépendance qui va s'instaurer. Ces forts liens de dépendance entre le seigneur et le reste de la population marquent bien au Xe siècle la naissance de la féodalité. Symbole de ce pouvoir décentralisé, les châteaux à motte vont se multiplier pendant près de 2 siècles. Leur tour est le signe du prestige et de l'autorité des seigneurs. Donc aujourd'hui, nous accédons à la motte par un escalier. Mais à l'époque, nous avions plutôt une passerelle jetée au-dessus de la douve, depuis la motte jusqu'à la cour, et une passerelle recouverte de planches qu'on pouvait démonter très rapidement, de façon à couper l'accès à l'ennemi si on venait se réfugier sur la motte. Et au dernier étage, la tour donc, est munie d'un our, donc une partie débordante, munie d'ouvertures qui va permettre de jeter des pierres, de tirer à l'arc, de façon à ce que l'ennemi ne puisse pas rentrer à l'intérieur de l'édifice. Donc cet étage est un étage noble, où le seigneur va éventuellement recevoir, montrer son prestige. Donc il sera sans doute équipé de quelques tentures, et puis peut-être aussi de quelques beaux meubles. À l'étage supérieur, c'est un étage militaire, avec un stockage d'armes, et puis une fonction journalière, quotidienne, qui est le guet, et puis également, en cas d'attaque, le tir vers l'ennemi. Par contre, c'est une défense entièrement passive, puisque on ne pourra pas en sortir et qu'il faudra espérer l'arrivée de renforts extérieurs pour pouvoir dégager l'adversaire. Certaines tours, plus imposantes, permettent aux seigneurs d'y vivre avec leur famille. Celle d'Ardres, dans le Pas-de-Calais, construite vers 1120, comportait 4 niveaux. Un rez-de-chaussée enchâssé dans la terre et faisant office de cellier et de magasin à grains, surmonté d'un étage, composé d'une grande salle et de la chambre du seigneur. Venait au-dessus la pièce réservée aux enfants du couple seigneurial et celle attribuée aux hommes de garde. Enfin, surmontant l'ensemble, une chapelle était réservée au maître de la tour. Mais dans la plupart des cas, le seigneur se fait construire un logis plus confortable dans la basse-cour. Dans la basse-cour, la vie s'organise en fait autour du seigneur. Donc on va avoir au centre de la basse-cour un point d'eau qui va servir pour la vie quotidienne, et puis ensuite les différents bâtiments. Donc le logis seigneurial qui est très caractéristique, donc avec son toit assez incurvé, donc qui rappelle un petit peu les habitations normandes. On va trouver donc dans cette maison les différentes pièces qui vont servir au seigneur, donc sa chambre, un petit oratoire qui va servir à la prière, et puis également donc une sorte de salle à manger. Donc la toiture est composée de bardeaux de châtaignier, contrairement aux autres habitations qu'on va voir juste après, par exemple la cuisine seigneuriale avec une toiture en chaume. En fait, sur les faîtières, on va avoir donc de la joubarde et des iris qui vont permettre de maintenir donc la chaume correctement, et puis surtout d'absorber l'eau de pluie et donc d'éviter que la toiture pourrisse. On trouve donc également le logis des chevaliers, avec toujours cette toiture caractéristique. À l'intérieur, on va y trouver tous les objets qui sont liés à la vie des chevaliers, que ce soit donc les lances, les épées, les boucliers, et également tout ce qui va servir d'équipement, donc la cotte de maille, le gambison, donc sorte de grosse veste matelassée, et puis les casques. À cette époque, les seigneurs ne cessent de s'affronter au cours de guerres privées, dans le but d'étendre et d'affirmer leur pouvoir. Les mottes castrales ont alors vocation à pouvoir se défendre des assauts de l'adversaire. Efficaces face à de petites troupes de soldats et de cavaliers, ces fortifications de bois sont en revanche
particulièrement vulnérables aux flèches incendiaires de l'adversaire. Les châteaux forts vont donc être renforcés par l'usage d'un matériau plus résistant, la pierre. La maçonnerie devient ainsi une composante essentielle du système défensif des édifices dès le début du XIe siècle. Les seigneurs les plus fortunés vont dès cette époque faire construire leurs tours maîtresses exclusivement en pierre. Le plus célèbre d'entre eux, Foulques Nérat, devenu comte d'Anjou à seulement 17 ans, va faire construire une trentaine de forteresses, dont celle de Loches, en Indre-et-Loire. L'une des plus anciennes et imposantes tours maîtresses en pierre. Avec une telle construction, Foulques Nérat s'impose aux yeux de tous comme l'égal du roi. Le donjon de Loches est érigé au début du XIe siècle, à l'époque où le comte d'Anjou Foulques Nérat décide de faire de ce lieu vraiment un endroit clé de ses possessions en Touraine. Et notamment, il décide d'y faire édifier donc, une tour maîtresse qui est derrière nous, qui va vraiment structurer complètement l'espace sur cette partie la plus à l'ouest de la Touraine, et donc vraiment de poser là un acte à la fois politique et architectural majeur. Le donjon de Loches forme un rectangle d'environ 25 mètres sur 15. Sa hauteur est d'environ 37 mètres. Au troisième étage, de larges ouvertures permettaient d'accéder à une galerie de bois en surplomb, offrant la possibilité d'ajuster un tir ou de lancer des projectiles sur les assaillants parvenus au pied des murailles. On distingue encore les encoches qui aujourd'hui apparaissent en relief sur cette face sud du donjon. Alors pourquoi est-ce qu'on construit à cet endroit-là? Parce qu'on est sur un éperon rocheux. Et c'est vrai que l'objet de ce donjon, c'est vraiment de cadenasser l'éperon et d'en faire vraiment un endroit inexpugnable, d'où la construction à cet endroit d'une tour maîtresse, donc au tout début du XIe siècle. Pour se prémunir des attaques, toutes les fenêtres sont ébrasées, étroites sur l'extérieur. Et la porte est située sur le flanc le moins menacé. On distingue ici ni plus ni moins l'entrée d'origine de la tour maîtresse, qui est une entrée principale, et l'entrée même officielle, puisque c'est là où le comte fait ses apparitions dans la grande salle qui est de l'autre côté de ce mur. On y accède par une passerelle qui est ancrée sur un contrefort. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une entrée qui soit à la fois facilement accessible en temps de paix, mais qui soit aussi démontable en temps de guerre. Sur le flanc nord-ouest, une seconde entrée plus discrète, aménagée pour les domestiques et les soldats, est protégée par un avant-corps rectangulaire, le petit donjon. Alors de cette petite tour, on accède à la tour maîtresse, qui est probablement l'élément majeur de ce monument, et qui est organisé selon un dispositif qui est assez classique à l'époque dont on parle, au Moyen-Âge. On a donc trois fonctions principales. La fonction publique ou politique où nous sommes, qui est le premier niveau, où là le comte va recevoir ses invités, où il va rendre justice, où il va probablement aussi adouber des chevaliers, donc vraiment une fonction politique majeure. Le deuxième niveau est un niveau plus privé, puisque c'est là que le comte se retire avec les siens. C'est la chambre ou la caméra, selon le terme latin. Et cet espace, en fait, communique avec la capella, donc avec la chapelle, qui est un lieu d'oraison où, là encore, la famille comtale peut se retirer. Et enfin, on culmine avec le troisième niveau, qui est un niveau défensif, qui peut être investi par le corps de garde, par la garnison, en cas d'attaque potentielle. Donc vraiment, une superposition de fonctions qui sont toutes complémentaires l'une de l'autre. Ce qu'on peut aussi dire de ce monument, c'est la grande qualité architecturale de son équipement intérieur, avec notamment une série de hautes coniques donc qui désignent l'emplacement ancien des cheminées. Et également, ce qu'on peut indiquer, c'est qu'on est sur de très gros volumes. On a cette première salle qui est une salle qui fait pratiquement 7 mètres de hauteur, qui en longueur fait au moins une vingtaine de mètres et une dizaine de mètres en largeur. Donc vraiment des espaces qui sont destinés à impressionner la personne qui va s'y rendre et à marquer, encore une fois, le pouvoir et la puissance de celui qui est le maître des lieux. Au début du XIIe siècle, ces nouvelles tours maîtresses en pierre vont peu à peu se généraliser, y compris au sein des fortifications plus modestes. Ce sera le cas à Gisors, dont le premier château à motte date de la fin du XIe siècle. Lors de la rébellion des seigneurs normands contre la tutelle anglaise, cette forteresse subira son premier siège en 1120. Dès lors, son souverain anglais jugera plus sûr d'édifier en lieu et place de l'ancienne tour de bois un donjon en pierre de taille de forme octogonale abrité derrière une solide enceinte circulaire, la Chemise.
Sur Gisors, on a vraiment une des mottes les mieux conservées probablement d'Europe, avec une chemise qui est également très bien conservée et sur laquelle on retrouve également le donjon. On est à Gisors, donc sur une ville qui est stratégique pour les monarchies qui sont rivales, qui s'arrachent le château au fur et à mesure du temps. Le château est un coup normand, un coup français. Il faut absolument mettre des défenses particulières à ce château pour le protéger. C'est pour ça notamment que sur la face nord du donjon, on va avoir des constructions qui vont se rajouter au fur et à mesure de façon à protéger l'intérieur du site. Donc on met en place de nouvelles techniques et ça permet également aux rois de pouvoir montrer leur puissance. Plus ils construisent des choses impressionnantes, plus ils assoient leur pouvoir. L'intérêt d'une telle construction repose uniquement sur sa défense passive, sa capacité à résister aux assauts répétés de l'ennemi. Les obstacles sont donc multipliés pour empêcher l'assaillant de pénétrer à l'intérieur du château. Des fossés larges et profonds, de multiples enceintes aux murailles élevées et solides, et des organes de défense avancés, comme la barbacane, censée retarder la progression de l'ennemi. La tour maîtresse, ainsi retranchée, doit rester imprenable, car le donjon, symbole du pouvoir et de l'autorité des seigneurs, est également leur lieu de résidence. Ces tours maîtresses, construites selon un plan quadrangulaire simple à bâtir, sont ainsi appelées tours-résidence ou tours-palais. Le modèle anglo-normand de ce type de donjon est la tour de Londres, construite vers 1070 sur ordre de Guillaume le Conquérant. On trouvera également en Normandie le grand donjon du château de Falaise, bâti sur ce même modèle au tout début du XIIe siècle. De nos jours, cette fortification offre un amalgame d'architecture très varié, mais à l'origine, pas de tour ronde. La forme carrée ou rectangulaire reste le standard. Le château de Falaise est un des premiers châteaux de pierre, très vraisemblablement l'un des plus anciens de Normandie, voire peut-être de France, qui est dès l'origine constitué de défenses maçonnées. La présence d'un château à Falaise peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Déjà, très certainement, la volonté de contrôler, comme c'est souvent le cas, un point de passage, des voies de circulation, puisqu'on a deux routes déjà se croisant à proximité du rocher sur lequel on a choisi d'implanter le château de Falaise. Et puis le fait aussi, sans doute, de sa proximité, sa relative proximité avec la zone frontière, souvent assez disputée au XIe, au XIIe siècle, entre comtes d'Anjou et ducs de Normandie. C'est ce qui constitue le caractère exceptionnel du château de Falaise, c'est qu'on conserve non pas un, mais 3 donjons ou tours maîtresses, bâtis l'une à la suite de l'autre par des propriétaires différents du site. Le plus ancien de ces donjons, c'est le donjon palais qui se trouve derrière moi, la grande tour rectangulaire que l'on doit, alors non pas à Guillaume le Conquérant, qui n'a jamais connu les donjons tels que nous les voyons, mais que l'on doit à l'un de ses fils, Henri Ier d'Angleterre, dit Beauclerc. C'est une tour refuge, c'est une construction défensive. On n'a pas encore tellement conçu de structures défensives qui permettent de faire mal à un éventuel attaquant. L'idée, c'est plutôt de compter sur l'épaisseur et la solidité de ces murs, derrière lesquels on va se réfugier en cas de siège et en ayant stocké bien sûr en prévision d'un éventuel siège suffisamment de ressources alimentaires permettant de tenir autant que possible à l'intérieur. Mais ce modèle de donjon quadrangulaire conçu essentiellement pour une défense passive montre vite ses limites. Les 4 coins de la construction, aux arêtes saillantes, sont difficiles à protéger et à défendre. Profitant de ces angles morts, l'ennemi peut facilement accéder au pied du donjon et y creuser des sappes, des galeries souterraines courant sous les murailles ou les tours et étayées de poutres de bois qu'il suffit d'enflammer pour faire s'effondrer l'enceinte du château et y pénétrer. Autant l'extérieur est relativement austère, le principal c'est que les murs ne permettent pas l'escalade, soient suffisamment résistants à la mine ou à la sape, mais l'intérieur se doit d'être digne, bien évidemment, d'une maisonnée seigneuriale. Donc on y multiplie les éléments de confort qui rendent le séjour du seigneur à l'intérieur de la tour le plus agréable possible. Depuis l'époque carolingienne, l'aménagement des logis seigneuriaux s'organise autour de 3 espaces de vie essentiels. La aula, pièce principale et lieu d'exercice du pouvoir, la camera, à savoir la chambre privative du seigneur et de sa famille, et la capella, la chapelle, lieu de recueillement et de culture incontournable au Moyen-Âge. Des aménagements et des décors aujourd'hui disparus, mais que la technologie 3D permet de reproduire. À Falaise, des tablettes numériques offrent une visite de ces espaces en réalité augmentée.
Donc ça permet de superposer sur l'existant actuel des éléments autrefois présents dans la pièce. Nous, on se trouve par exemple ici dans la salle principale du palais des ducs de Normandie à Falaise au XIIe siècle. C'est ce qu'on appelle donc la salle ou l'aula. C'est la salle de réception. C'est une salle d'apparat qui est volontairement très luxueuse à l'époque, très ostentatoire. Donc on a restitué cette idée d'éléments de décor, aussi bien qui peuvent être des peintures murales, hein, comme vous le voyez ici, ou des éléments de confort et de décor supplémentaires, en installant bien évidemment ces tentures, ces rideaux, qui permettent à la fois de décorer, mais aussi de réchauffer les lieux. On a voulu faire revivre à Falaise quelque chose qui est souvent oublié dans les visites de château, c'est l'omniprésence de la couleur dans le quotidien des gens du Moyen-Âge. On aime la couleur, on a le goût de la couleur. Donc pour les seigneurs, c'est aussi une manière, bien évidemment, de montrer leur richesse. C'est un véritable signe extérieur de richesse. On peut ensuite découvrir la salle suivante, qu'on appelle à l'époque la chambre, qui n'est pas uniquement la chambre à coucher du seigneur, mais plus globalement les appartements seigneuriaux. Et puis on peut bien évidemment aussi enfin découvrir la chapelle, très belle chapelle du XIIe siècle, typique de l'architecture romane, qui là encore se voit à nouveau un petit peu sublimée, rehaussée des couleurs qu'elle a perdues. Et puis enfin, bien évidemment, on termine par les espaces de stockage, donc les celliers, mais aussi des salles dans lesquelles les soldats pouvaient, entre deux périodes de service, passer le temps, puisque cette tour sert de casernement. À la fin du XIe siècle, la France est couverte d'une multitude de châteaux. Structure fortifiée faite pour résister aux ennemis potentiels, le château est aussi un espace de vie quotidienne. Les paysans viennent y travailler, curer les fossés, réaliser de menus travaux et bien sûr, exploiter les terres du seigneur qu'ils cultivent et entretiennent. Le châtelain est donc le maître d'un fief dont l'exploitation anime économiquement toute une région et sur lequel il exerce le droit de ban. Le pouvoir d'exiger des paysans qu'ils utilisent les installations qu'il a fait construire, comme le four, le pressoir ou encore le moulin. L'exercice de ce pouvoir rapporte ainsi au seigneur des revenus particulièrement conséquents, les banalités. Le château fort se retrouve donc au cœur de la stratégie des puissants. Construire, c'est affirmer son pouvoir et sa puissance économique sur le reste de la population. Entre le Xe et le XIIIe siècle, les plans des châteaux sont très variables. Ils évoluent selon que le seigneur, commanditaire de l'ouvrage, le fait construire sur un piton rocheux, en plaine ou dans le méandre d'une rivière. Néanmoins, la logique d'implantation de ces châteaux reste la même. Le chantier devra se trouver au cœur des ressources nécessaires à la construction. Une forêt pour le bois des charpentes et des échafaudages, une carrière pour la pierre, du sable et de l'eau pour le mortier. Ou encore un gisement de glaise pour les tuiles. Tout doit être disponible dans un périmètre restreint. De ce point de vue-là, l'expérience d'archéologie expérimentale menée sur le site de Guédelon en Bourgogne est aussi exemplaire qu'unique. Débuté en 1998, ce chantier est le résultat d'un projet fou. Construire un château fort en employant les méthodes du XIIIe siècle et percer ainsi tous les mystères des bâtisseurs médiévaux. On a placé une trentaine d'années dans l'histoire, une séquence qu'on fait démarrer en 1229. Donc il a fallu recomposer la géopolitique du XIIIe siècle. On a imaginé un petit seigneur qui construit donc un programme de petits châteaux. Seigneur de Guédelon, il est vassal de Jean de Toucy, un personnage qui existe à l'époque, et ce qui va nous donner finalement tout le programme et les moyens pour construire. Et construire, c'est précisément se remettre en phase avec un écosystème, à raccourcir les durées de trajet, à utiliser des circuits courts pour le sable, pour la pierre, pour le bois, et utiliser toutes les stratégies et toutes les opportunités que nous permettent les engins de levage ou les poulies pour arriver à bâtir avec efficacité. Guédelon utilise les mêmes matériaux qui auraient pu être utilisés au XIIIe siècle. Et là, c'était vraiment se lancer dans une aventure à la fois humaine et technique, jamais réalisée. Au XIIe et XIIIe siècle, la construction d'un château de taille moyenne était généralement achevée en une quinzaine d'années, bien que les commanditaires les plus riches pouvaient aller beaucoup plus vite. Au Moyen-Âge, les bâtisseurs travaillent en moyenne 200 jours par an, 8 heures par jour en automne et hiver et 12 heures de Pâques à septembre.
À Guédelon, le château est directement implanté sur une carrière de grès ferrugineux. C'est du sable qui a été collé par de l'oxyde de fer, donc il y a de l'ocre, et les sables forment des couches sédimentées, mais que l'on peut assez facilement séparer. C'est une roche qui est clivée. Et en utilisant la masse, on arrive à séparer les pierres qui vont nous donner 3 qualités. La première, on la réserve aux blocs de pierre de taille, pour les rangs de réalignement, pour des marches de seuil de porte. La deuxième, des pierres cassées, vont faire les moellons et les boutisses, qui sont les pierres qui sont sur le devant du mur du château. La troisième qualité, c'est les chutes finalement, c'est tout ce qu'on va mettre à l'intérieur du mur en remplissage. Une fois entièrement terminé, le château de Guédelon aura absorbé 10 000 mètres cubes de pierre, soit 25 000 tonnes de grès, le poids de 3 tours Eiffel ou de 61 Boeing 747. Toutes les pierres du château seront collées entre elles. Les maçons ou les gâcheurs sont en charge de la préparation du mortier. Pour simplifier, le mortier, c'est la colle. C'est ce qui permet de sceller les pierres. Alors dans le mortier, il faut de la chaux, du sable et de l'eau. La chaux, c'est ce qui fait le liant dans le mortier. Celle-ci, elle est faite de manière artisanale. Donc là, on est vraiment dans ce qui se serait fait ici à cette époque-là. Au Moyen-Âge, les maçons sont généralement, comme les tailleurs de pierre ou les charpentiers, des ouvriers hautement qualifiés, capables de mettre en œuvre des savoir-faire millénaires. Ceux qui ont maîtrisé les mortiers de chaux, de sable, ce sont les Romains. On a 2000 ans de technologie romaine qui ont abouti à créer des voûtes en béton de chaux qui tiennent encore aujourd'hui à Rome ou à Ostie. Et la difficulté du monde médiéval, c'était de récupérer cette technologie et la rendre aussi efficace pour pouvoir bâtir des enceintes de pierre solides. Donc c'est un enjeu de recherche. Et les maçons sont à l'époque médiévale les chimistes du bâtiment, à tel point que l'on a un groupe de maçons spécialisés pour fabriquer les mortiers, les morteleurs. La chaux artisanale utilisée sur le chantier est constituée de pierres calcaires portées à très haute température, environ 900 degrés. Pour cela, un four à chaux d'une contenance de 4 mètres cubes a été bâti à partir de modèles archéologiques. Et il fonctionne à merveille. Après 3 jours de chauffe, la pierre déshydratée est immergée dans des bacs où elle gonfle au contact de l'eau et se transforme en une mousse crémeuse. Ce qu'on appelle l'extinction de la chaux, c'est le fait de redonner de l'eau au calcaire. Quand on l'a brûlé, il a perdu son eau et son gaz carbonique. Ce qu'on appelle de la chaux vive en fait. Et du coup, on passe d'un hydroxyde de calcium à un carbonate de calcium après cuisson. Et quand on plonge un carbonate de calcium dans de l'eau, il y a un dégagement de chaleur. Et sous l'action de la chaleur que ça dégage, ça va se transformer en pâte. Cette pâte blanche qui durcit au contact de l'air servira à la fabrication du mortier, mais également aux enduits et autres badigeons. Ici, tous les matériaux sont sur place, y compris le fer. La pierre de la carrière contient suffisamment d'oxyde de fer pour pouvoir récolter ce minerai et les forgerons deviennent ferrons. Et plusieurs fois dans l'année, ils font des réductions, c'est-à-dire qu'ils vont chauffer cette pierre à 1400 degrés pour obtenir du fer et de l'acier. Après, l'objectif, c'est de le travailler, de voir comment il se comporte au travail. Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser par la suite pour faire soit de la ferronnerie, soit des outils pour la construction du château. Si toutes les matières premières sont disponibles sur place et à moindre coût, leur transformation nécessite en revanche un véritable savoir-faire et la mobilisation d'un nombre conséquent d'ouvriers. De ce fait, la taille et le prestige du château fort dépendra directement du statut de son commanditaire et des moyens qu'il sera capable d'y allouer. Tout coûte extrêmement cher sur un chantier de construction maçonné. Ce qui coûte très cher notamment, c'est le matériau lui-même, la pierre elle-même, puisque son extraction, mais aussi son transport, coûte des sommes faramineuses. Et puis, pour peut-être combattre une idée reçue que certaines personnes ont parfois, on ne fait pas travailler des sortes de semi-esclaves à la construction d'un château. Les artisans, disposant d'un savoir-faire rare et recherché que sont les maîtres maçons, les maîtres charpentiers, tous les autres artisans intervenant sur un chantier sont des hommes libres, très fiers de leur statut d'homme libre et recherchés. Donc bien évidemment, au XIIe siècle notamment, généralement, la demande va devenir parfois plus importante que l'offre.
d'artisans disponibles. Donc on va même parfois choisir son salaire. Les artisans des chantiers de construction médiévaux sont des gens bien payés. Au XIIe et XIIIe siècle, la féodalité s'organise sur l'ensemble du territoire. Des chevaliers s'installent dans des fiefs attribués par leurs seigneurs et y font construire eux aussi des habitations fortifiées. À cette époque, ces liens de vassalité se codifient avec entre autres la cérémonie de l'hommage. Pierre de Kessel, veux-tu être mon homme? Oui, je veux. L'hommage, c'est quand un seigneur important va octroyer un territoire en échange de sa fidélité à un vassal. Et cette cérémonie est accompagnée par un rituel qui va finalement regrouper ce monde des bellators, de la noblesse, donc le banquier, les ménestrels, tout cela est une codification. La chasse pendant plusieurs jours, c'est partager les mêmes rites pour faire corps d'une société qui a quand même pour essence de ne pas se mélanger, ni avec les religieux, ni avec les paysans. De la même manière, le roi de France exige désormais que les grands seigneurs lui prêtent hommage et jure de lui apporter aide militaire et conseil. D'autant qu'au XIIe et XIIIe siècle, France et Angleterre, les Capétiens et les Plantagenets se livrent une guerre sans merci. Un conflit au cours duquel les châteaux vont jouer un rôle primordial. Sur les grands axes de navigation, frontières naturelles entre les territoires, les fortifications se multiplient. À l'image des châteaux de Castelnau et de Bennac dans le Périgord. Dès le XIIe siècle, anglo-normands et français y tiennent respectivement leur position, installés sur les rives opposées de la Dordogne. S'il y a effectivement le château de Castelnau proche du château de Bennac, c'est qu'ils contrôlent la même chose, c'est la vallée de la Dordogne et l'axe fluvial. Dans un conflit armé médiéval, la règle du jeu est de prendre un territoire. Mais on ne va pas déployer son armée, qui est trop peu nombreuse, sur le territoire pour le prendre. Donc la règle du jeu est de prendre le château. Pour prendre le château, il faut prendre le donjon, qui est la tour du seigneur, la tour symbolique de son pouvoir politique, économique et financier. Plus le château est haut et grand, plus le seigneur est riche et puissant. Donc c'est inhérent à la règle du jeu. Prendre d'assaut un territoire, c'est prendre le château et son donjon. Tant qu'on n'a pas pris le donjon, on n'a pas le territoire. L'enjeu pour les seigneurs est donc de tout faire pour rendre leur château inaccessible. De ce point de vue, l'implantation des châteaux de Castelnau et Bennac à flanc de falaise est donc parfaite. C'est le fait justement qu'il soit sur un pic rocheux qui fait que ça le rend complètement imprenable. Bon, déjà, il y a des jeux de remparts aussi côté nord, là où il est le plus vulnérable. Et côté sud, vous avez la falaise qui donne vraiment une impression de château imprenable et puis qui empêche justement toute prise de ce côté. Surtout que le village est à flanc de falaise et que la route qu'il y a en bas du village n'existait pas à l'époque. On était vraiment directement sur la rivière. Donc de ce côté-ci, c'était déjà beaucoup plus difficile à prendre ou à assiéger même. Ici, le château de Castelnau est sur un éperon rocheux. Il est donc protégé naturellement par deux apics de falaise. Côté est et côté sud, il y a 150 mètres de dénivelé. Le donjon, il faut qu'il soit haut, qu'il puisse ensuite avoir des éléments de défense intégrés, des archères, ces fentes de tir qui permettent d'être protégées tout en permettant de contrôler les abords. Il peut être accommodé de galeries en bois qu'on appelle des hours, qui sont ici présentes. Et plus tard, ici, une barbacane, une tour-porte fortifiée, va venir renforcer la porte d'entrée du château fort. Ce contexte d'insécurité politique encourage les populations à s'installer au pied des remparts et à rejoindre les rangs d'un artisanat de plus en plus spécialisé et utile à la vie du château. Les villes, lieux de commerce et d'échanges protégés par les fortifications, connaissent alors un essor spectaculaire. Plus il y a de protection à un endroit donné, compte tenu de la déliquescence du pouvoir royal au IXe et au Xe siècle, les bourgs vont se concentrer autour des châteaux. C'est une réponse en fait entre celui qui veut protéger, mais aussi qui a besoin du village pour subvenir à ses frais de guerre. Le château n'est pas qu'une forteresse, le château médiéval est bien autre chose que ça. C'est généralement au château, depuis le château, qu'on administre le domaine seigneurial. C'est au château qu'on va souvent verser taxes et redevances dues au seigneur en échange de sa protection. C'est aussi au château, par exemple, qu'on va parfois administrer la justice. Donc c'est aussi un centre économique, c'est un lieu de pouvoir en même temps qu'un lieu défensif et de contrôle de territoire.
Lorsque Philippe Auguste monte sur le trône en 1180, le royaume de France ne s'étend guère au-delà de l'Île-de-France actuelle. La Normandie, l'Anjou, le Maine ou encore la Touraine sont alors sous la coupe du roi d'Angleterre, Jean sans Terre. Philippe Auguste entreprend donc d'étendre le territoire royal aux dépens de ses rivaux, les Anglo-Normands. Il souhaite ainsi rétablir son influence dans toutes les provinces tenues par les grands vassaux. Profitant de l'essor des villes qu'il intègre à sa stratégie et de l'affaiblissement des seigneurs appauvris par les premières croisades, Philippe Auguste s'attache alors à rétablir les prérogatives royales sur l'ensemble du royaume. Mais il ne va pas se contenter de conquêtes territoriales. Pour mettre en place une véritable administration, il va couvrir le royaume d'infrastructures militaires, au premier rang desquelles les châteaux. En tout, une trentaine d'édifices portent la marque du souverain à travers le royaume. Quand il ne les a pas fait construire lui-même, il a imposé l'édification d'une tour ronde, symbole de son autorité. À Gisors, l'évolution de l'architecture du château, liée aux besoins militaires, se double donc d'un message politique. Philippe Auguste, vainqueur du duel qui l'opposa en 1193 à Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, marque de son empreinte la conquête de l'édifice en lui adjoignant 2 tours rondes, dont l'une portera son nom. Rebaptisée Tour du Prisonnier, elle renferme aujourd'hui l'un des trésors du patrimoine moyenâgeux. On est vraiment sur l'architecture typique des tours philippiennes. Donc une tour très ronde où la légende nous dit qu'il y aurait eu un prisonnier d'enfermé pendant de très longues années, et sur ce temps il aurait gravé avec un clou unique l'ensemble des gravures qui s'y trouvent. Aujourd'hui, on sait que les graffitis ne sont pas attribués à un seul homme. On le remarque assez facilement de par la finesse de certaines gravures, alors que d'autres sont beaucoup plus grossières. Il y a eu énormément de passages. Au moment où l'église de Gisors a été construite, il y avait des sculpteurs de métier qui étaient sur Gisors, et on pense que ces gens-là ont pu venir dans la tour et faire des gravures. On retrouve certaines similitudes entre des gravures de l'église et celles que l'on a dans le cachot. Donc effectivement, les graffitis de la tour de prisonnier sont un des trésors de Gisors. Au mois de juin 1204, Philippe Auguste est désigné roi de France et non plus roi des Francs. Pour parvenir à défendre son royaume contre les appétits féroces des souverains plantagenets, le nouveau roi va faire construire des forteresses au plan standardisé, dont le modèle initial est le château du Louvre à Paris. À l'époque, le château du Louvre occupait le quart sud-ouest de l'actuelle cour carrée. Son enceinte est un quadrilatère de 78 mètres sur 72, dont les murailles sont renforcées par des tours pleines aux angles et des tours semi-circulaires en leur milieu. La tour maîtresse, également appelée donjon, s'élève sur plus de 30 mètres. Elle est ici placée au centre, mais peut également être édifiée dans un angle. Un chemin de ronde, muni de créneaux, court sur l'ensemble du périmètre, d'une tour à l'autre, tandis qu'une porte entre 2 tours et un corps de garde protège l'entrée. Pour finir, un fossé rempli d'eau complète le dispositif défensif. Ces standards, typiques de l'architecture philippienne, se retrouvent au château royal de Dourdan, sans doute la plus aboutie et la mieux conservée des forteresses philippiennes. Ce château n'apparaît pas brusquement. En fait, il y a d'abord une ville antique qui est attestée notamment par une importante nécropole. Et puis, ces terres de Dourdan vont être un lieu de séjour pour les Robertiens et les Capétiens. Et d'ailleurs, Hugues Capet intègre les terres de Dourdan dans le domaine royal. Et de ce fait, le château que nous avons sous les yeux est celui de Philippe Auguste, construit quelques années après le Louvre. Nous sommes dans les années 1220, on ne connaît pas la date exacte de démarrage des travaux. Et ce château va être pour Philippe Auguste une sorte de testament, puisqu'il va mourir en 1223 et que ce château est en quelque sorte le résumé de toutes ces conceptions de défense militaire.
Alors c'est du haut de la tour maîtresse, qui n'a plus son toit de l'époque médiévale, que l'on peut le mieux observer le plan de ce château, qui est un plan quadrangulaire, avec des larges fossés de plus de 12 mètres de large. Les angles sont protégés par des tours circulaires. Les tours semi-circulaires sont placées au milieu des courtines et constituent tout un système de flanquement destiné à protéger les archers qui se trouvent à l'intérieur des tours. La particularité de ce château, c'est que la tour nord n'est pas intégrée dans le système défensif lui-même, mais constitue un système défensif en lui-même, puisque cette tour maîtresse est dotée de son propre système avec un fossé, des ponts-levis et sert de retranchement pour soutenir les sièges. Avec l'architecture philippienne, la défense, jusque-là basée essentiellement sur le retranchement, devient donc de plus en plus active. La défense active, telle qu'elle est réinventée par Philippe Auguste au début XIIIe, c'est l'addition en fait de fossés, de chemins de ronde, avec porte entre deux tours et bien sûr tour maîtresse. Alors au niveau des courtines, qui font la totalité de la périphérie du château, qui font à peu près 1,50 m de largeur pour se déplacer, des murs parapets d'une 50aine de centimètres d'épaisseur avec des créneaux et des merlons. Hauteur moyenne 2 mètres, c'est ce qui permet effectivement de défendre le château par le haut, en se protégeant au niveau des merlons et en envoyant des pierres ou en tirant avec arc ou arbalète. Et puis surtout l'utilisation de tours d'angle, des tours rondes. On va passer du système des tours carrées qui sont plus faciles à saper que les tours rondes. Et surtout, on se défend de l'intérieur en étant protégé par l'épaisseur des murs et en tirant par les archères. L'autre élément très important pour la défense de ce château, c'est bien sûr l'ouvrage d'entrée, le châtelet, qui est constitué de 2 tours qui encadrent la porte. Alors l'accès se fait par un pont-levis, donc une passerelle mobile et une partie levante. Cette partie va être protégée par un assommoir, par une herse, par une porte et par un système d'archères qui se répondent de façon à croiser les tirs. Les tours rondes, standardisées par Philippe Auguste, s'agrémentent le plus souvent à leur sommet de hourds, des galeries en bois dont les planchers sont ajourés afin de pouvoir jeter des projectiles sur les assaillants parvenus au pied des murailles. La rotondité offre surtout la possibilité de placer des fentes de tir à intervalles réguliers et en quinconce d'un étage à l'autre. Ainsi disposées, ces archères permettent aux soldats de nourrir leurs tirs dans toutes les directions sans aucun angle mort. Pour comprendre comment les architectes médiévaux ont appliqué ce concept et calculé les angles de tir, le chantier médiéval de Guédelon a invité Chantal Porte, championne du monde de tir à l'arc sur cible 3D. Elle a accepté de se prêter à une petite expérience. On a placé une cible sur le pont, qui est à peu près une quinzaine de mètres. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'on va arriver à avoir une flèche qui passe haut la main dans la fente d'archère, qui ne fait que 7 cm. Et est-ce qu'on va arriver à avoir une amplitude de tir plus large et arroser sur 10 ou 15 mètres de largeur devant? Eh bien, je ne sais pas, parce que j'ai jamais tiré dans ce genre de situation. Donc c'est une première. On va déjà essayer tout droit, parce que déjà, ça me fait un petit peu peur, c'est 7-8 cm qu'il y a. Et puis après, si tout va bien, on essaiera cette amplitude, voir ce qu'on peut faire. Oh là là, c'est magnifique, bravo! Donc ça veut dire que ça fonctionne. Ça fonctionne. Là, dans l'axe, c'est impeccable. Alors on va essayer maintenant, plus délicat, savoir si on peut tirer parallèle à l'ébrasement, si on peut amplifier l'amplitude de tir en extérieur. La cible est à présent déplacée d'une dizaine de mètres sur le côté.
dedans. Waouh, parfaitement dans le mille. J'étais un peu sceptique, hein, mais je pense qu'on peut faire confiance aux gens du Moyen-Âge. Ils avaient déjà testé la chose et je pense qu'ils avaient vu juste. Ça veut dire qu'avec 7 cm d'ouverture d'archère, avec une largeur de 1,20 m, on peut couvrir sur le devant un champ de plus de 10 mètres. Ça veut dire qu'il pourrait même être plusieurs archers à tirer. Oui. Alors maintenant, on va essayer une dernière chose, de voir si, en tirant du pont, on arrive à faire rentrer une flèche à l'intérieur de la tour. Notre challenge. Allez. On est parti. C'est la première fois que tu attaques un château? Oui, c'est bien la première fois que j'attaque un château, oui. Bon, eh ben, on va voir comment ça va se passer. Allez, on y va. Waouh, du premier coup, génial. Ça rentre. Ah, c'est rentré sans aucun problème, quoi. Ouais, j'y croyais pas, hein. Et donc, on n'est pas forcément à l'abri à l'intérieur du château. Eh bien, la preuve que non. Ces tours ont donc également dû s'adapter au risque d'incendie, lié à l'utilisation de flèches enflammées par les assaillants. Les planchers de bois ont alors progressivement laissé la place à des étages entièrement conçus en pierre et soutenus par des voûtes en croisée d'ogives. Une technique que les bâtisseurs médiévaux ont empruntée aux églises et aux cathédrales. Sur le chantier médiéval de Guédelon, les maçons ont appris à réaliser ces assemblages complexes, véritables défis à la pesanteur. Pour la voûte du rez-de-chaussée de la tour de la Chapelle, les tailleurs ont façonné 6 culots, 54 voussoirs de 25 cm d'épaisseur et une clé de voûte qui maintiendra la cohésion de l'ensemble. Les pierres portent des marques indiquant le sens de la pose, la position par rapport à la suivante et des marques lapidaires, un sigle facilement identifiable et rapide à exécuter, permettant de payer chaque tailleur en fonction de son rendement. Pour la voûte en croisée d'ogive, les charpentiers réalisent un cintre en bois sur lequel doivent reposer les pierres assemblées. Les forces s'exerçant entre les voussoirs permettent la stabilité de l'appareillage. Une fois le cintre retiré, la croisée d'ogive se met en charge. Les pierres s'assemblent. Au château de Falaise, repris par Philippe Auguste lors de la conquête du duché de Normandie en 1204, l'architecture philippienne va venir progressivement renforcer le système défensif. Le souverain imposera ici aussi la tour ronde comme nouveau symbole du pouvoir royal. On trouve ici une évolution qui va d'un simple rempart de pierre pour le château primitif à l'apparition de premiers flanquements, ce qu'on appelle les flanquements, les tours, qui dépassent à l'extérieur du rempart pour mieux pouvoir battre ce rempart de ces tirs. Ces tours, en saillie, commencent à venir se greffer à des points névralgiques de l'enceinte à partir du milieu du XIIe siècle. Et puis plus tard, enfin, toujours suite à la conquête, au retour de la Normandie dans le domaine royal, les rois capétiens du XIIIe siècle, Philippe Auguste ou ses successeurs, vont utiliser les modèles de tours de flanquement, là encore développés par les maîtres maçons de Philippe Auguste, en même temps que ce modèle de tour maîtresse, et qui vont venir, là encore, compléter et améliorer le flanquement des courtines. Si les châteaux forts sont de mieux en mieux défendus, des améliorations notables de la poliorcétique, l'art d'assiéger une place forte, vont tout de même remettre en cause leur statut de forteresses imprenables. Au cours des croisades des XIIe et XIIIe siècles, les combattants francs ont en effet redécouvert les engins et les techniques de siège hérités de l'époque gréco-romaine et enrichis de la science des Sarrasins. À leur retour d'Orient, ils confient donc à leurs ingénieurs la construction de ces redoutables machines de guerre, souvent considérées à tort comme de simples catapultes. Alors clairement, ce ne sont pas des catapultes. On le sait, hein, elles ne fonctionnent pas du tout de la même manière, elles n'ont pas du tout la même structure. Par contre, elles vont servir à la même chose, à propulser des projectiles essentiellement de pierre, et elles vont faire partie de la même grande famille. On les appelle les armes de jet, les armes de guerre, les armes de siège. Alors il y en a de deux sortes. Certaines qui vont fonctionner sur le système de la traction humaine, comme c'est le cas des plus petits modèles d'engins de guerre, comme c'est le cas de la pierrière, tout au bout là-bas, comme c'est également le cas de la bricole, qui est installée un peu plus haut, plus à l'intérieur du château, ou bien des armes qui vont fonctionner sur un système de contrepoids, un système mécanique, soit contrepoids articulé, comme ce que l'on retrouve sur le trébuchet, soit contrepoids fixe, comme c'est le cas sur le mangonneau. Capables de propulser des blocs de pierre de plus de 100 kg contre les murailles des châteaux et d'y ouvrir une brèche, ces engins de siège pêchent toutefois par leur peu de maniabilité et la lenteur de leur cadence de tir. Avec ce modèle réduit de trébuchet, il faut environ 3 minutes à l'opératrice pour réarmer le bras
et placer le boulet dans la fronde. Au Moyen-Âge, sur un engin de taille réelle, ces opérations prenaient 10 fois plus de temps et mobilisaient une douzaine de soldats. Avec un mangonneau, on ne peut envoyer que 2 à 3 boulets par heure. Donc une cadence effectivement de tir très très faible. Et avec un trébuchet, simplement un boulet toutes les 30 à toutes les 60 minutes. Simplement 1 ou 2 boulets par heure. Ce ne sera pas le cas avec les plus petits modèles d'engins de jet, comme c'est le cas de la pierrière que l'on aperçoit ici, qui a une cadence extrêmement rapide. 1 à 2 pierres à la minute, 60 à 120 pierres par heure. Mais l'objectif est différent. Avec les gros modèles d'engins de guerre, mangonneau, trébuchet, l'objectif est essentiellement d'attaquer les châteaux forts. Alors qu'avec les petits engins, comme c'est le cas des bricoles, comme c'est le cas des pierrières, que l'on va trouver plus à l'intérieur des châteaux, on va s'en servir pour se débarrasser des adversaires qui, pendant l'assaut notamment, se rapprochent trop près de nos remparts. Donc non pas pour détruire les constructions des adversaires, mais les adversaires eux-mêmes. Le tir en cloche du trébuchet permet également aux assaillants d'envoyer des projectiles bien au-delà des murailles. Car à l'époque médiévale, la guerre se joue aussi sur le terrain biologique. On envoie également des cadavres, par exemple, d'animaux malades, infectés par la peste, par le choléra à l'intérieur des châteaux, pour que les épidémies s'y développent et obliger dans ces conditions-là les défenseurs à se rendre beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que dans la haute cour, on retrouve justement un puits possédant une toiture. Ce puits fait 46 mètres de profondeur. Alors on a retrouvé certains boulets de pierre justement à l'intérieur, donc on sait qu'il était possiblement touchable, et c'est pour cela alors que pour protéger de toute infection, de toute pollution en période de guerre, cette toiture a été installée à cet endroit-là. L'architecture militaire d'un château répond au développement de l'ingénierie militaire médiévale. Il va s'épaissir et comme un oignon, il va se doter de couches supplémentaires d'obstacles, comme des fossés ou des murs supplémentaires. Et en l'espace de 100 ans, l'architecture du château va évoluer. Cette adaptation va s'organiser sur l'ensemble du territoire au sein de la plupart des fortifications. À Loches, par exemple, l'enceinte du donjon sera renforcée par l'emploi de tours aux formes encore inédites pour l'époque. On pense qu'elles ont été probablement inspirées de formes architecturales qu'on retrouve plutôt sur les territoires croisés en Terre Sainte. Alors ces tours ont une forme très singulière, ce sont des tours qu'on dit en amande ou à bec, qui ont une forme convexe, qui permet de faire rebondir et ricocher un potentiel boulet. Et il faut aussi indiquer que c'est des tours qui ont aussi une capacité offensive, puisqu'elles disposent d'un certain nombre d'archères. On est sur des tours qui font 25 mètres de hauteur, pratiquement 9 mètres de diamètre, et donc qui vraiment sont tout à fait en capacité de pouvoir absorber des attaques qui sont vraiment celles de la période troublée de la fin du XIIe, XIIIe siècle. Bénéficiant de l'expertise militaire des ingénieurs et financée par des rois de plus en plus riches et puissants, l'armée royale regroupe à cette époque des milliers d'hommes. Elle permet aux souverains d'intensifier leur conquête des territoires, affaiblissant considérablement la puissance des seigneurs locaux, souvent ruinés par les croisades menées en Orient. Ainsi, au début du XIIIe siècle, la Provence et le comté de Toulouse ont déjà intégré le royaume. Louis IX, petit-fils de Philippe Auguste, va consolider l'héritage entre 1226 et 1270, poursuivant l'idéal capétien d'un État qui s'étendrait de Brest à Strasbourg et de Lille à Aigues-Mortes. La féodalité connaît alors un net recul, à la faveur du pouvoir royal. Cette période du Moyen-Âge incarne véritablement la naissance d'un État jusqu'alors en gestation. Avec les successeurs de Philippe Auguste, le pouvoir régalien de plus en plus centralisé continuera de s'appuyer sur un important réseau de fortifications. Les châteaux forts n'auront alors de cesse de changer de fonction et de physionomie, prenant de nouvelles formes architecturales plus adaptées à leur défense et à la riposte face à des ennemis de mieux en mieux équipés. Incontournables dans le paysage, les châteaux forts s'enrichiront de nouvelles innovations pendant 2 siècles encore.